Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes le mercredi 11 mai. Voici les titres du jour. Ils sont plus de 10 000 lycéens en Moselle à avoir attaqué aujourd'hui leurs premières épreuves du baccalauréat. Examen de spécialité pour commencer. Pour la première fois depuis 2019, la nouvelle formule sera entièrement appliquée cette année. Dans l'actualité également, les métiers de la défense étaient à l'honneur ce mardi lors du forum de l'emploi organisé par la mission locale du Sud Mosellan. Armée, police, douane, des dizaines de milliers de postes sont à pourvoir. Octave, c'est le nom donné au dispositif pour accompagner les propriétaires et les copropriétaires dans la rénovation énergétique de leur habitat. La région Grand Est le présentait ce matin à la Fédération nationale de l'immobilier de Metz. Reportage dans quelques minutes. La météo, les températures chuteront demain de quelques degrés. Les nuages s'inviteront eux matin comme après-midi dans le ciel mosellan. Et puis l'invité du jour est Bernard Nucci, président du club d'entreprise Rives de Moselle. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons sur TEDx Rives de Moselle, événement inspirant rythmé par des conférences de personnalités. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Depuis quelques mois, les restrictions sanitaires tombent les unes après les autres. Ce mercredi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la fin du port du masque dans les transports en commun. Dès le 16 mai, vous pourrez donc voyager à visage découvert. Pour rappel, cette mesure était une des premières à avoir été instaurée en 2020, le 11 mai 2020 précisément. Coup de départ ce mercredi des épreuves du baccalauréat pour les lycéens. Aujourd'hui et jusqu'à vendredi, ils planchent sur des sujets de leur spécialité, des examens, je le rappelle, qui résultent de la réforme du lycée général et technologique. Reportage Chloé Gaillard. Jusqu'à vendredi, les 500 élèves de la cité scolaire Georges de la Tour de Metz sont évalués sur les 2 matières de spécialité qu'ils ont sélectionnées parmi les 11 enseignées dans leur établissement. Et même si 2 journées ont été bloquées pour les révisions, l'attention est palpable. Moi, j'ai eu beaucoup de profs qui étaient très impliqués. On a fait beaucoup de petits bacs, on a eu beaucoup de préparation. On a fait beaucoup de DS communs aussi, où toutes les classes se regroupaient pour avoir des évaluations blanches, entre guillemets. Et du coup, ouais, je pense qu'on est plutôt bien préparés. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il aurait été bien de faire du soutien collectif, pas forcément faire classe par classe, mais filière par filière et matière par matière. Ça aurait été vraiment bien. L'année dernière, le contrôle continu avait été privilégié compte tenu de la situation sanitaire. Alors, pour cette session 2022, les élèves ne sont pas les seuls à se soucier du retour des épreuves en présentiel. Contrairement, bien évidemment, aux épreuves de philo qui vont se tenir au mois de juin et où là, on est quand même rodé, on a l'habitude de ce type d'épreuve. Là, c'est vraiment la première fois qu'on met en place ce contrôle pour les enseignements de spécialité. Initialement prévues au mois de mars, les épreuves ont été reportées en mai. Un aménagement nécessaire au regard de l'enjeu. On sera à 32%, un peu moins d'un tiers de la note finale seront sur ces épreuves de spécialité. Au total, 10 664 candidats mosellans passeront leur épreuve de spécialité au baccalauréat, toutes filières confondues. Prochaines épreuves, la philosophie le 15 juin, suivie du grand oral. Les résultats sont attendus pour le 5 juillet. Et à noter que les résultats sont donc attendus le 5 juillet prochain et les euros de rattrapage auront lieu du 6 au 8 juillet. 7 millions, c'est le nombre d'élèves qui mangent à la cantine au moins une fois par semaine en France. Chaque année, près de 3,8 milliards de repas partent à la poubelle. Un total ahurissant qui a fait réagir le collège du Himmelsberg. La semaine dernière, une opération anti-gaspillage était organisée. Retour en images avec nos confrères de Mosaïque Cristal. Manger à la cantine scolaire, c'est une habitude pour les 250 élèves demi-pensionnaires du collège du Himmelsberg. C'est aussi coutume de jeter les repas non consommés chaque midi. Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, les 5e se sont mobilisés depuis les vacances de Pâques. Les 3 classes se sont alternées pour aider le personnel en cuisine. Un atelier dédié au gaspillage a été organisé sur une semaine. Le concept est simple, les élèves jettent leurs aliments non consommés dans des seaux. Une pesée est ensuite réalisée pour mesurer la quantité jetée. Ce projet s'inscrit dans un programme de sensibilisation débuté à la rentrée 2021, qui englobe les SVT, les maths et les arts plastiques. Les élèves de 5e ont conçu des menus équilibrés. Après ce travail-là, on est allé voir le chef cuisinier pour voir si nos menus convenaient. Parce qu'en fait, on a confronté les élèves aux soucis qu'il pouvait y avoir. Comme le prix des aliments, leur provenance et s'ils sont de saison.
Au menu aujourd'hui, pamplemousse, couscous, salade verte et fruits en dessert. Pour l'équipe de cuisine, le gaspillage alimentaire est une habitude et certains aliments sont plus facilement jetés que d'autres. Les enfants gaspillent quand même pas mal au niveau du pain, des plats de résistance aussi. Tout ce qui est poisson, légumes, ils ne sont pas très friands. C'est la première fois que le collège du Himmelsberg fait cette opération anti-gaspillage. L'établissement s'est inscrit au concours départemental Ma cantine durable sans gaspille. Les 70 collèges du département dotés d'une demi-pension ont pu y participer. Le but final est de trouver un fonctionnement pour moins gaspiller la nourriture. L'occasion pour les élèves de se rendre compte des repas gâchés. Je pensais qu'on gaspillait moins, mais avec les résultats qu'on a eu ce matin, je pensais qu'on gaspille plus que je pensais quand même. Ce sont les biodéchets qui sont le plus gaspillés. Il s'agit des restes des repas non consommés. Le vendredi midi, ce sont 15 kilos qui ont été jetés, le jeudi 18 et le mardi 14. En France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont gaspillées, ce qui représente 150 kilos par habitant et par an. Après 7 ans de travaux, la voie rapide 52 entre le giratoire de Marange-Sylvange et celui de Rombat a enfin été inaugurée ce mardi. Son objectif est triple, désenclaver les vallées de l'Orne et de la Fensch, faciliter les déplacements domicile-travail et enfin réduire l'accidentalité. Un passage en tranchée couverte a également été conçu pour limiter la nuisance sonore. Coût total de l'opération, un peu plus de 86 millions d'euros. Ce mercredi 11 mai marque le début d'une grève illimitée des salariés de l'usine Faurecia. Les délégués syndicaux ont déclaré que 75% d'entre eux ont rejoint le mouvement. Les employés se disent inquiets de l'arrêt de la production de l'habillage extérieur des voitures Smart. En effet, l'activité cessera définitivement à la fin du premier trimestre 2024. Pour rappel, le site a été racheté par Ineos en janvier 2021. Hier après-midi, la mission locale du Sud Mosellan a organisé son premier forum sur le thème des métiers de la défense, forum destiné aux 18-25 ans. De l'armée à la police, en passant par la douane, des recruteurs sont venus présenter les nombreuses et parfois surprenantes opportunités de carrière dans leur domaine. Cette année, plusieurs dizaines de milliers de postes sont à pourvoir dans ces métiers. Reportage Ghislain Schumacher. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous connaissez des choses sur l'armée de terre en général? Ces deux lycéens sont à la recherche d'un projet professionnel et ils considèrent l'armée de terre comme une option sérieuse directement après leur bac. De la sélection jusqu'à la fin de carrière, le recruteur leur donne les clés pour construire leur projet. Mathias ne regrette pas le déplacement. Je connaissais pas beaucoup de choses et quand je suis venu ici, j'ai posé des questions, on m'a répondu et l'armée c'est une grande famille, ça m'attire beaucoup. Tout ce qui est découverte, comme il a dit, les OPEX où on va dans d'autres pays, découvrir des cultures, des nouvelles personnes, c'est vachement carré et ça apprend beaucoup de choses. Tout comme l'armée de terre, les 8 autres institutions présentes sur ce salon ont besoin de bras. La marine et l'armée de l'air, par exemple, disposent chacune de 4000 postes à pourvoir. Ces besoins s'expliquent notamment par la crise sanitaire qui a ralenti les embauches, mais aussi par un déficit de notoriété des 1001 métiers de la défense. En échangeant avec les différents intervenants, on s'est rendu compte que par exemple la gendarmerie, instinctivement, ils ont dit qu'on cherchait des cuisiniers et des horticulteurs. Mais du coup, faire découvrir ces métiers-là, je pense que c'était important aussi. Il n'est donc pas obligatoire d'arborer l'uniforme pour travailler dans ces milieux. C'est le cas notamment dans l'administration pénitentiaire où le travail du personnel va bien au-delà de la surveillance des détenus. Il y a tous les métiers de la filière insertion et probation qui vont eux davantage être chargés de soit l'accompagnement de la personne détenue dans l'établissement et sa préparation à la sortie, soit le suivi de toutes les autres peines que la peine de prison. Et puis après, vous avez évidemment la filière administrative et la filière technique qui recoupe des métiers très différents d'un poste à l'autre. Des métiers diversifiés certes, mais qui permettent aussi de gravir les échelons. Dans l'administration pénitentiaire par exemple, il n'est pas rare que les surveillants enchaînent les concours jusqu'à devenir directeur de prison. La région Grand Est présentait ce matin le dispositif Octave à la Fédération nationale de l'immobilier de Metz. Ce service a pour objectif d'accompagner les propriétaires et les copropriétaires dans la rénovation énergétique de leur habitat. Explication Florian Tonizzo. Cet immeuble de l'avenue de Strasbourg est en pleine rénovation énergétique. Ce chantier d'1,2 million d'euros a été rendu possible par le dispositif Octave, société d'économie mixte née en 2018. Il
y avait un sujet façade qui était très important, façade très dégradée. Et comme ils étaient déjà impliqués dans la rénovation énergétique, c'était inconcevable pour eux de faire une rénovation de façade sans une rénovation énergétique. Le montant, c'est 1 360 000 € et il reste 880 000 € à financer par les copropriétaires. Donc on a quasiment 30%, un peu plus de 30% qui est financé par les différents organismes. Ce service regroupe toutes les aides dont peuvent bénéficier notamment les copropriétaires pour financer les travaux de rénovation de leur logement. L'objectif, faire des économies en matière de dépenses énergétiques, car la somme déboursée pour prétendre à ce financement est un investissement sur le long terme. Pour optimiser cet accompagnement aussi bien financier qu'administratif, des conseillers interviennent pour faire le lien entre les particuliers, les propriétaires et le syndic. J'agis en début du projet. Je conseille les gestionnaires et les copropriétaires dans la rénovation énergétique de leur copropriété. Ensuite, on leur fait une représentation de tout ce qu'est l'énergie, l'amélioration de leur habitat. Et ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est administratif et financier pour eux. Nous, on intervient, et c'est notre particularité, que structure parapublique portée par la région Grand Est, en tant que structure neutre et indépendante. Alors indépendante vis-à-vis de quoi et vis-à-vis de qui, on se pose la question, mais indépendante vis-à-vis des entreprises, indépendante vis-à-vis des syndics, indépendante vis-à-vis des copropriétaires. Nous, on est là comme tiers de confiance pour apporter ce regard nécessaire à la compréhension. C'est vraiment un rôle de facilitateur parce qu'on s'est rendu compte que sur le territoire, c'est ce qui manquait et qui était une aide pour massifier cette rénovation. En pleine crise de l'énergie, le Grand Est souhaite développer la rénovation énergétique dans la région, qui compte 40% de logements en copropriété sur 3 millions. Pour savoir si vous pouvez prétendre à ce dispositif, Octave a mis en place un questionnaire sur son site internet. Passons désormais à notre rubrique environnement. Aujourd'hui et demain se déroule la 6e édition du salon A Evolution à Paris, un salon référence en matière d'énergie, d'industrie et de mobilité. Le Grand Est sera représenté par 8 entreprises, 3 seront mosellanes. Tout d'abord AKG France, spécialisé dans les échangeurs thermiques. Ensuite le pôle de plasturgie de l'Est dans les domaines de l'énergie. Et enfin H2V, spécialisé dans la production massive d'hydrogène renouvelable. Comment faire cohabiter chasseurs et promeneurs? L'éternel débat a été ravivé ces derniers jours avec la déclaration du patron des chasseurs conseillant les gens à se promener chez eux en Moselle pour réguler la population de sangliers et protéger les terrains agricoles. Les tirs se font la nuit. Reportage. 21h30, la nuit est en train de tomber. Julien est chasseur et il s'approche du Mirador pour commencer son astreinte. Il effectue des tirs de nuit dans le secteur pour détruire un animal nocturne en surpopulation, le sanglier. C'est la nuit qu'il peut causer le plus de dégâts dans les cultures et les exploitations agricoles. Donc là, typiquement, on est en pleine période de semis de maïs. Donc là, c'est une période où les sangliers viennent ramasser les grains qui sont mis en terre par les agriculteurs. Et donc là, il faut intervenir rapidement. Voir le gibier dans le noir n'est pas évident. Les chasseurs peuvent désormais être équipés de caméras thermiques montées sur leurs fusils pour déceler la présence d'animaux. 22h30, un sanglier est abattu. Ces tirs de nuit sont une spécificité en Alsace-Moselle. Le préfet sort un arrêté qui autorise cette pratique du 15 avril au 1er février. Mais ce n'est pas la seule différence par rapport au reste de la France. Il y a une spécificité, c'est dans le cadre de l'indemnisation des dégâts de sangliers. Dans les 3 départements de loi locale, on fonctionne pas, c'est pas la fédération des chasseurs qui indemnise les dégâts de sangliers, ce qui est le cas partout ailleurs. C'est un fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers qui est une structure à part de la fédération. On mutualise les dégâts et c'est les chasseurs qui injectent l'argent dans ce fonds, qui redistribuent l'argent aux agriculteurs derrière. Julien va passer plus de 5 heures dans ce Mirador pour surveiller les alentours. Il est souvent amené à faire plusieurs soirs par semaine. Comme chaque mercredi, Alicia Iboulou vous donne rendez-vous à 19h pour ouvrir la boîte à malice. Une boîte à malice musicale puisque l'émission sera en grande partie consacrée au concert événement Au bout de nos rêves qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai au Galaxy d'Amnéville. Le chef de chœur, Jackie Lox, et ses 2000 choristes vont en effet rendre hommage au grand Jean-Jacques Goldman. Voici un aperçu du programme. Évidemment, il y aura les grands titres que tout le monde attend. Mais il y aura aussi des choses que les gens ne connaissent pas. Ou que les gens qui connaissent Goldman comme ça ne connaissent pas. Et ça, j'y tenais vraiment. Et après, les orchestrations, par exemple, tournent les violons. C'est costaud.
hein, donc l'orchestre va déménager, ça va être très cool. En plus, je suis allé rencontrer Jean-Jacques et on a parlé de ce concert. Parce que je voulais aussi lui rendre un hommage, pas seulement sur ses titres, mais sur sa personnalité. C'est-à-dire ce qu'il aime aussi. Donc je lui ai demandé ce qu'il aimait dans la musique classique. Il adore Vivaldi. Ben, on va faire le Gloria de Vivaldi. Je lui ai demandé comment il a été attiré par la polyphonie. C'est quand même un mec qui fait énormément de voix. Il a créé ce groupe déjà, Taifong, il y avait de la polyphonie. Ensuite, avec Michael et Carole. Et les Chœurs de l'Armée Rouge. Les Chœurs de l'Armée Rouge. Donc je lui ai demandé quel était le déclic. Et le déclic, il m'a dit, c'était une chanson de Crosby, Nash, je ne sais plus trop, Helplessly Hoping, dans la fin des années 70. Je l'ai écouté, on va la faire, hein, en expliquant tout ça. Donc on rentre un peu dans son univers, le Jean-Jacques intime, le Jean-Jacques amoureux, le Jean-Jacques associatif, le Jean-Jacques engagé. Donc ces différentes facettes, on espère vraiment que le public ressentira toutes les facettes de cet homme extraordinaire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas. Et vous pouvez retrouver cet entretien en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice et sur notre site internet moselle.tv. Information de dernière minute, info qui vient de tomber, info Mercato, le club de Sarrebourg handball voit une nouvelle recrue arriver, une recrue phare, Louis Despréaux, en provenance de Cesson-Rennes. Il occupe le poste d'arrière droit. Et voilà, passons tout de suite à l'invité du jour. Et donc ce soir, je vous le disais, Bernard Nucci, président du club d'entreprise Rive de Moselle, est avec moi. TEDx revient donc pour la deuxième fois après 2019, le 17 mai à l'Arsenal de Metz. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi ça consiste ? Les TEDx, c'est un format qui nous vient des États-Unis, qui est un format de conférence assez particulier, assez dynamique, puisqu'en fait, on a plusieurs intervenants qui se suivent sur un format de 15 minutes chacun, sur une même thématique. Donc là, la thématique, cette fois, c'est le courage. Et on a donc 8 intervenants qui vont venir chacun nous donner en 15 minutes leur vision du courage, donc des visions forcément très différentes, une approche forcément très différente pour chacun. Mais c'est le format TED qui existe au niveau mondial d'ailleurs, hein. Il y a des TED un peu partout dans le monde. Et donc là, c'est le TEDx Rive de Moselle. Sur la thématique du courage, on y reviendra. C'est donc la deuxième fois, je le disais, que cet événement va se dérouler en Moselle. TEDx, donc, c'est une licence, un concept décliné partout dans le monde. Pourquoi avoir pris cette licence ? Eh bien, on a été approché en 2019 par quelqu'un qui avait la licence et qui avait la possibilité d'organiser des TED en France. Et donc, quand on nous l'a proposé, on a saisi l'opportunité parce que ce sont des événements assez importants qui sont relayés partout dans le monde par le biais de YouTube. Hein. Toutes les interventions sont enregistrées et relayées. C'est une obligation, avec un format d'ailleurs et un cahier des charges très très strict sur la façon. Oui, tout à fait. Donc, le format est très très cadré. Et donc, quand on nous l'a proposé, on a tenté l'aventure en 2019 avec un gros succès, puisqu'en fait, pour une première, on a réalisé le plus gros TEDx qui avait été organisé sur le Grand Est, avec plus de 500 personnes à Amnéville au Tiger World. Et devant le succès et les retours que nous en avons eus, on s'est dit, on devait refaire ça en 2020. Le Covid est passé par là, en 2021 à nouveau, et donc en 2022, on revient avec cette édition au mois de mai. Donc 8 intervenants feront une conférence après la thématique du rebond en 2019, celle du courage. Pourquoi ce choix ? L'idée toujours de trouver un thème qui puisse justement, qui laisse une part belle à l'imagination déjà. Le fait que les approches soient très différentes sur un même mot ou une même thématique, c'est quand même l'intérêt. Le but n'est pas de traiter de façon, je dirais, comme un dossier précis, hein, une thématique précise, mais plutôt de voir sur un même mot, sur un même axe de réflexion, quelles sont finalement toute la diversité qu'on peut avoir en fonction des intervenants. Et donc le courage nous paraissait être en plus dans une période où on vient de travailler une période compliquée, où le courage a été nécessaire pour beaucoup d'entre nous. Le rebond aurait pu aussi convenir. Exactement, tout à fait. Voilà. Mais on l'avait déjà fait. Ouais, tout à fait. Alors comment sont sélectionnés les intervenants ? Alors on travaille avec Didier Chambaretto, qui est la personne qui avait cette licence, qui est en même temps coach et donc qui accompagne tous les intervenants. Toutes les interventions sont coachées. Hein. Il y a un travail qui est fait en amont important. Et donc lui organise des TED depuis pas mal d'années déjà. Donc il avait déjà en portefeuille, j'ai envie de dire, un certain nombre d'intervenants, de contacts qu'il pouvait avoir. Et on a essayé de trouver aussi des intervenants originaux, des gens qui n'avaient pas encore fait de TED. Et c'est le cas. Et on souhaitait aussi avoir au moins 2 intervenants un petit peu locaux.
Et justement, quels sont-ils ces intervenants? Alors effectivement, on a Alain Marco Tullio qui est un traiteur réputé sur la région, hein, qui viendra nous parler de sa vision du courage et notamment par le biais, mais sans dévoiler ce qui sera dit, mais par le biais justement de son métier, la difficulté de son métier, qui est un métier que les traiteurs ont traversé et continuent d'ailleurs à traverser une période très compliquée. Donc il viendra nous parler du courage à affronter cela, puisqu'en plus il a la casquette lui de président des traiteurs de France. Et on a également local Raphaël Pitti, médecin humanitaire connu, conseiller municipal à Metz, mais qui viendra nous parler justement de sa vision du courage par rapport à sa mission de médecin humanitaire, de ce que ça peut supposer, du courage nécessaire pour ces opérations-là et entre autres son action actuelle de formation de médecins ukrainiens pour faire face. Mais voilà, c'est ces deux aspects. On a un autre intervenant qui est Arthur, dont le nom m'échappe tout de suite, j'en suis désolé, mais qui est celui dont on a pas mal parlé dans les médias récemment, qui a battu le record du monde d'apnée sous glace, tout à fait, qui sera là également. Donc une belle personnalité, et donc d'autres intervenants moins connus, mais qui chacun dans leur domaine ont quelque chose à dire sur le courage. Donc l'objectif est d'inspirer finalement ceux qui viennent voir ces conférences? Tout à fait. Alors l'objectif, il est effectivement d'inspirer, de voir sur une même thématique quelles sont les différentes approches possibles. Et l'intérêt de ces TED, c'est la dynamique dans la soirée. Parce que quand on a un intervenant qui fait une conférence pendant 1 heure, 1 heure et demie, on peut avoir des moments mous, pour être clair. Hein. On n'est pas forcément passionnant pendant 1 heure et demie, c'est compliqué. Là, on a pendant 2 heures que des gens qui condensent leurs propos sur 15 minutes. Et donc, c'est à chaque fois des condensés d'idées. Et en tout cas, l'exercice mérite d'être vécu. Moi, j'ai découvert ça pour la première fois en 2019. Et véritablement, tous ceux qui l'ont découvert pour la première fois en sont sortis enchantés. Il n'y a pas d'artifice à côté, pas de panneaux qui aident, pas de PowerPoint? Absolument pas. Il peut y avoir. Certains viennent avec une présentation qui est derrière eux à l'écran pour appuyer un petit peu leurs propos, leurs commentaires. Ça n'est pas le cas toujours, hein. Mais l'orateur TED est quelqu'un qui est très isolé, hein, puisque dans le cahier du cahier des charges, il est isolé au milieu d'une scène, sur un tapis rouge rond qui est normé par rapport pour pouvoir organiser un TED, filmé pendant toute son intervention, mais pas d'artifice. Il y a simplement éventuellement quelques images qui défilent derrière pour illustrer le propos. Voilà. Alors comment font les gens s'ils veulent assister donc, à cette soirée pour s'inscrire? Alors, on s'approche là de la date, donc il ne faut pas tarder et contacter le club par le biais du site internet, sur internet, et on a pas mal communiqué sur les réseaux sociaux et sur internet, donc on trouve assez facilement les coordonnées pour pouvoir s'inscrire. Parce qu'il y a un nombre de places limité. On a dépassé les 500 personnes là dans les inscriptions. Alors il y a possibilité encore de s'inscrire puisque on avait visé 700 personnes. On est sur les derniers jours, je pense qu'on va avoir encore pas mal d'inscriptions. Alors le club d'entreprise Rive de Moselle est toujours très actif. La preuve, donc cet événement TEDx. Les 2 ans de crise sanitaire ont été un frein pour les activités. Il faut relancer la machine maintenant. C'est compliqué. On a vécu comme tous les clubs, hein, je crois que l'essence même d'un club d'entreprise, c'est de créer des rencontres. Hein. Notre slogan dans le club, c'est créer du lien. Donc voilà, c'est exactement ça, c'est faire en sorte que les acteurs économiques d'un territoire se rencontrent pour faciliter justement le travail et je dirais l'économie de proximité. Alors c'est sûr que pendant une période de Covid, on a été très restreint, très frustré de ne pas pouvoir organiser. Alors, évidemment, on a organisé pas mal de choses en distanciel, hein, comme tout le monde, on s'est adapté, mais ça ne remplace pas le présentiel. Et là, on est heureux de pouvoir redémarrer. On a redémarré véritablement, comme tout le monde, on a un petit peu dans ces trous entre 2 confinements. À chaque fois, on essaie de réorganiser quelque chose, mais c'était compliqué parce qu'il y a encore aujourd'hui, je dirais qu'il y a une certaine réticence pour certains participants à venir à des manifestations comme celle-là, par exemple, du Monde. Ça fait encore peur à certains. Je vois que les salles de spectacle, pour échanger un petit peu avec eux, ont également du mal à remplir comme avant, comme en 2019, je dirais. Mais ça revient et on sent que les gens ont plaisir quand même à se retrouver. Et le nombre d'adhérents repart à la hausse? Oui, tout à fait. On était un peu plus de 200 adhérents juste avant le Covid. On est descendu parce que volontairement, pendant ces 2 années, on n'a pas relancé les cotisations, enfin les appels à cotisation, parce qu'on pensait que nos adhérents avaient d'autres priorités, d'autres soucis. Et on est descendu malgré tout à 130 adhérents, hein, et on est sur une dynamique à 170, 180 aujourd'hui. Donc on va retrouver, je pense, assez vite nos adhérents. Merci infiniment Bernard Nucci d'avoir été avec nous. Et donc le rendez-vous est pris pour le 17 mai à 18h à l'Arsenal pour cet événement, le TEDx. Et nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour. La première pierre symbolique du foyer pour travailleurs à Folquemont a été posée ce mardi 10 mai.
De nombreux élus, représentants de la société civile et militaire et responsables d'établissements à caractère socio-médical étaient présents pour cette occasion. Ce bâtiment va donc voir le jour rue de la Piscine, en face de la gendarmerie, et pourra accueillir jusqu'à 25 personnes. Ce foyer se veut être un véritable lieu de rencontre pour l'ensemble de la population. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette séquence d'informations. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Club de la Presse et de la Boîte à Malice. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain.